compétition du début à la fin. Nos équipes ont suivi certains de vos déplacements, au Karanga, au Sangoa, etc. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien exclusif. Nous sommes avec son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous honorer dans cet entretien exclusif qui arrive seulement quelques jours ou quelques heures après le plébiscite de votre peuple, le peuple centrafricain qui vous renouvelle sa confiance. En tout cas, merci de l'opportunité que vous me donnez. Vous parlez de plébiscite, oui, alors qu'on n'a pas encore les chiffres. Monsieur le Président, vous êtes, selon nos informations, le tout premier président de la 7e République, le tout premier président élu légitimement de la 7e République. Qu'est-ce que cela vous fait? Écoutez, c'est ce que, pendant toute la campagne, nous avons sollicité auprès de mes compatriotes de pouvoir me donner cette opportunité, cette chance pour conduire à nouveau le destin de notre pays et de notre peuple. Et c'est un sentiment, si jamais ils me font confiance, et ce serait un sentiment de fierté et vraiment d'engagement. Parce que de fierté, parce que vous avez la confiance, oui, de vos compatriotes, des Centrafricains, et dans la majorité. Et détermination parce que c'est une mission. Cette mission, par rapport à notre projet de société, et le programme que nous avons présenté lors de la campagne. Donc voilà, autant de sentiments que je puisse vous dire pour l'instant. En tout cas, c'est un grand package qui nous permet aussi d'avancer, Monsieur le Président, pour évoquer un aspect, notamment l'unité nationale. On sait que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Alors, après une campagne intense, et vous l'avez rappelé, une partie de la population a aussi exprimé des attentes. Je parle de cette minorité qui a voté pour d'autres candidats que vous. Comment est-ce que vous comptez aller dans le sens aussi de penser leur plaît et inaugurer ce nouveau mandat de président de tous les Centrafricains sans exclusif? Écoutez, ça c'est le jeu démocratique. Quand il y a plusieurs candidats, c'est normal que d'autres Centrafricains choisissent mes autres compatriotes. Mais tout compte fait, eh bien, c'est sur la majorité que va porter donc la décision de la gouvernance. Mais quand une fois élu, eh bien, vous êtes le président de tous les Centrafricains. Et il n'y en aura pas qui seront mis de côté. Hein. Et je crois que c'est ce que nous avons dit. On va travailler pour l'ensemble du peuple centrafricain, sans exclusif. Monsieur le Président, les grands chantiers auxquels vous ferez face dès le début de ce mandat, le premier de la 7e République, quels seront ces grands chantiers? Eh bien, comme nous l'avons présenté, il y a le renforcement de la paix et aussi la sécurité. Vous savez, nous avons travaillé beaucoup pour vraiment la réconciliation nationale, la paix et la sécurité dans le pays. Mais cela reste encore fragile. Et il nous faut chercher à avoir l'adhésion totale du peuple centrafricain dans cette vision. Parce que sans la paix, sans la concorde nationale, eh bien, il est difficile de penser développement. Ça veut dire que chacun doit contribuer à cela. Chacun doit pouvoir contribuer. Il n'est pas question que cela soit le gouvernement. Nous allons tout faire en ce qui me concerne.
pour créer les conditions vraiment d'un vivre ensemble, que les Centrafricains puissent se sentir chez eux et participer au développement de leur pays. Même ceux qui sont à l'étranger, ils seront sollicités pour apporter également leur contribution à la mère patrie. Et quelles sont les dispositions prises justement pour ceux qui sont à l'étranger? Vous savez, en Afrique, très souvent, ceux de la diaspora ont un regard un peu péjoratif, si je puis utiliser le mot, de nos différents pays. Non, ce sont des fils du pays, ils sont à l'étranger, mais beaucoup travaillent, beaucoup pensent à leur pays, et c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Certains contribuent énormément, et nous allons toujours solliciter leur contribution. Comme vous voyez, les 2 mandats que j'ai, il y a toujours des personnalités de la diaspora que nous avons identifiées pour aider au niveau du gouvernement ou tout ailleurs. Mais évidemment, nous ne pouvons pas ignorer nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui peuvent apporter beaucoup. Monsieur le Président, la vision PNB 2024-2028 ainsi que votre projet de société 2026-2032 mettent l'accent sur la transformation locale. Je parle de l'économie naturellement. Alors, comment comptez-vous passer d'une économie d'extraction à une économie de production, notamment pour répondre à l'urgence de l'emploi des jeunes? Écoutez, il nous faut passer à une autre échelle. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, le budget national est couvert aussi pour peut-être un tiers ou presque la moitié par les appuis de la communauté internationale. Il nous faut inverser cette tendance, pas inverser, mais faire en sorte que les recettes propres de l'État puissent couvrir, puisque les dépenses de fonctionnement et autres, et même pourquoi pas d'investissement. Ça, on a besoin de travailler sur notre économie, de faire en sorte que qu'il y ait plus d'entreprises qui soient ouvertes, qui travaillent et qui produisent. Et il y a, parce que là, on va recruter, vous avez parlé de l'emploi des jeunes. Oui. Et donc, nous sommes en train de créer les conditions pour que, justement, le secteur privé se développe, parce que c'est ce secteur-là qui est le créateur de richesses. Et aussi, le gouvernement, à travers le code minier, qui est aussi aujourd'hui un code très attractif, va permettre justement que le pays puisse bénéficier des ressources naturelles dont il regorge. Et évidemment, nous allons passer à une phase d'industrialisation. Parce que, voyez-vous, depuis lors, même pour l'exploitation minière, aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation minière industrielle. Oui. Nous allons passer à cette phase qui sera... On est à l'artisanal et semi-industriel. Voilà, effectivement. Nous allons passer à ce niveau. Et même pour le bois, nous avons changé de philosophie. Aujourd'hui, on est dans la transformation. On ne peut plus envoyer nos bois en grume à l'étranger pour justement profiter de tout ce que des effets induits de cette transformation de plus-value qu'on peut dégager en les transformant localement. Ici, généralement, Monsieur le Président, ce sont des multinationales qui occupent en grande partie ces secteurs de la transformation. Je parle de transformation de bois, l'exploitation en quantité des mines. Est-ce que nos compatriotes centrafricains sont, ou alors, est-ce qu'il y a, la législation prévoit une facilité au niveau de nos compatriotes centrafricains qui aimeraient investir davantage dans ce secteur? Voyez-vous, nous travaillons pour améliorer le climat des affaires. Parce que le pays manque de financement. Et pour ça, on a besoin de capter des financements privés. Ouais. Et ces financements ne sont pas forcément que des financements centrafricains. Et donc, il faut aller vers vraiment une économie ouverte pour que des investisseurs sérieux puissent investir. Bien entendu, nous encourageons nos compatriotes à travers des dispositions internes d'appui, à travers
le ministère de PME-PMI et à travers un certain nombre de réformes que nous sommes en train d'engager, de leur faciliter ou tout au moins de les encourager à la création d'entreprises ou à développer les secteurs où ils travaillent. Donc, évidemment, nous allons vers vraiment une économie ouverte, sans exclure quelqu'un. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais qu'on parle de la souveraineté sécuritaire à présent, avec cette montée en puissance des FACA qui a toujours été au cœur de votre bilan, et le résultat, il est là. Et sous ce mandat, quelle est votre stratégie pour assurer une présence permanente sur l'étendue du territoire national sans dépendre forcément ou perpétuellement de l'aide extérieure? Écoutez, l'objectif des appuis de la communauté internationale et de nos partenaires, ce n'est pas de rester indéfiniment en République centrafricaine. Ils sont là parce qu'il y a une situation où on a besoin de leur soutien et de leur appui. Oui. Et je profite de votre micro pour les remercier, parce que nous revenons de loin. Mais l'objectif à terme, c'est que notre outil de défense soit au niveau pour protéger le territoire. Souveraineté oblige. Pour cela, nous devions augmenter l'effectif de nos forces, les équiper des moyens, mettre en œuvre notre plan national de défense. Parce que dans notre plan national de défense, nous passons d'une armée de projection en une armée de garnison. Oui. Il faut rendre c'est-à-dire que effective cette initiative, disons cette décision. Donc, c'est-à-dire que la présence militaire dans une zone donnée faciliterait également le développement. Oui, nous avons créé des zones de défense. Oui. Aujourd'hui, c'est encore embryonnaire, Oui. parce que les forces ne sont pas encore complètement constituées dans les zones. Les commandements, les chefs, les commandements ont été déjà désignés, mais il faudrait passer vraiment au casernement des troupes dans les zones et un commandement vraiment effectif sur le terrain. Et donc, c'est cette phase d'implantation de ces zones que nous allons poursuivre. Ça a un effet important parce que ça va rapprocher nos forces de défense de la population. Et des zones où nous pensons qu'il peut y avoir de l'insécurité. On va vers une armée-nation. Eh bien, évidemment, l'armée, notre armée nationale. Oui. Et donc, doit avoir la capacité et les moyens de protéger le peuple centrafricain. Monsieur le Président, de la révolution numérique, je voudrais qu'on en parle également. Vous savez, la République centrafricaine a surpris le monde entier avec des initiatives audacieuses et innovantes, comme le Sango Coin, Memecoin et entre-temps. Mais quelle place la technologie et l'innovation occupent-elles dans votre vision d'un Centrafrique moderne et dématérialisé? Écoutez, aujourd'hui, personne ne doit rester en arrière. Nous devions suivre l'évolution technologique. On doit être dans le train avec les autres. Oui. Et ça, la révolution technologique est un des éléments du futur, de l'avenir. Je veux partir du numérique, la digitalisation, et vous avez parlé aussi de la crypto. Oui. Donc, nous ne devons pas rester en arrière. Vous avez dit que nous avons surpris le monde entier, en adoptant une loi sur la crypto. Oui. Mais nous pensons que c'est ça l'avenir. Malheureusement, nous n'avons pas été compris en ce temps-là, et d'ailleurs même... Ça explique les petits couacs qu'il y a eu. Bon, Oui. même de Parce manière que ça n'a pas été interne. facile quand même, il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Le cas de la République centrafricaine a été longuement discuté, même au niveau, dans des instances internationales. Alors peut-être c'est ça qui aurait retardé un tout petit peu. Non, ça, j'avoue que la représentation nationale a suivi, a compris, a suivi. Ce qui a un peu bloqué, ou tout au moins, c'est de manière interne. Oui. Parce que il y a une décision de la Cour constitutionnelle de l'époque qui avait tout bloqué. Oui. Qui a fait en sorte que le projet soit
soit bloqué. Mais compte tenu de l'engagement, et c'est un sujet d'actualité, et de plus en plus des compatriotes, même à l'international, où des gens pensent que nous sommes dans le vrai. Oui. Nous avons peut-être eu tort d'être parmi les premiers, mais l'avenir est là, et nous sommes confiants, et nous continuons. Nous n'avons pas abandonné le projet, bien au contraire. Oui. On est en train de structurer le projet. Par exemple, nous sommes passés véritablement à la tokenisation, qui va apporter des ressources additionnelles dans le cadre du financement de certain nombre de projets. Alors, la tokenisation des ressources naturelles ou la tokenisation dans le Pas sens seulement technique, des oui. ressources, Oui. mais aussi d'autres activités, d'autres projets. Par exemple, les infrastructures. Oui. Nous en avons besoin. Oui. On a besoin de mobiliser des ressources Oui. pour les infrastructures. Ça aussi, on peut tokeniser. Il n'y a pas que seulement les ressources naturelles. Monsieur le Président, nous avançons un tout petit peu et cette fois-ci, je voudrais qu'on parle de la vision panafricaniste et le rayonnement international de la République centrafricaine. Et ici, il faut bien reconnaître votre leadership. On est obligé de le dire. Vous avez souvent dénoncé les vestiges du néocolonialisme. En tant que figure de pro de cette nouvelle génération de leaders africains, comment comptez-vous peser sur la réforme de l'architecture financière internationale et même voire du Conseil de sécurité des Nations Unies? Écoutez, c'est un sujet important, Oui. qui concerne pas seulement la République centrafricaine, mais qui concerne tous les pays, surtout les pays africains. Et donc, je ne suis pas... Bon, je n'ai pas la prétention de dire que je suis... mais je dois exprimer, donner la voix de la République centrafricaine. Et c'est ce que je tente de faire. Par exemple, nous sommes en train de soutenir la position africaine en ce qui concerne la gouvernance mondiale. Oui. Et ça, c'est une position juste. Et je ne dois pas me taire par rapport à ça. C'est une position juste. Et peut-être que j'en parle plus régulièrement, mais ça a été la position défendue par beaucoup de mes pairs. Oui. Et je crois que c'est une position juste. Et sur la question des finances internationales, vous voyez bien que beaucoup de dispositions pénalisent les pays africains, freinent leur développement. Mais nous ne devions pas taire ces situations. Hein? Par exemple, nous sommes aujourd'hui des pays endettés, l'argent coûte cher, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qui entravent notre développement. Mais on ne doit pas se taire. Je pense que beaucoup de mes pairs font pareil. Alors, sans entrer dans les secrets des dieux, est-ce qu'il vous arrive d'échanger sur ces sujets-là en off avec vos pairs africains qui, peut-être jusqu'ici, n'arrivent pas à sortir, je vais pas à sortir ce qu'il faut, parce que si vous voyez, Monsieur le Président, alors jusqu'à date, ne comptez pas sur moi pour dire que d'autres. Non, je vous ai dit que oui, jusqu'ici, Monsieur le Président, regardez, la République, quand vous avez lancé le lead, tous les jeunes dirigeants africains se sont dit, vous avez fixé le cap. Peut-être sans le dire avec des mots, mais ils ont suivi. Je pense par exemple aux pays de l'AES qui aujourd'hui osent. Ils mettent en avant les initiatives panafricaines au service des Africains. Alors, est-ce qu'il vous arrive, je répète ma question, d'en discuter avec les autres pairs? Non, mais cette question, c'est des problématiques que nous vivons tous les jours, dans les rencontres, dans les échanges, c'est permanent. Oui. Hein? Donc, je ne veux pas dire qu'on en discute publiquement, on en parle, Oui. mais même en coulisses, on en parle. Parce que ce sont des réalités que nous vivons. Aucun des chefs d'État ne veut continuellement subir ces difficultés alors qu'il y a moyen. Oui. Et nous subissons aussi le poids d'une gouvernance où nous ne sommes pas présents. Hein. Voyez-vous, nous sommes exempts des grandes décisions. C'est pas normal. Oui. Alors, donc, tout le monde revendique et tout le monde doit se battre. Je vous ai dit que, par exemple, pour la gouvernance au niveau des Nations Unies, eh bien, c'est tous les... Et il y a eu une résolution de l'Union africaine et qui donne la position. Et tout le monde soutient cette position-là. Ce n'est pas tout seul qu'on le fait, mais peut-être que j'en parle un peu plus, ou bien un peu plus régulièrement. Bon, c'est peut-être... À votre avis, pourquoi justement cette
ces réformes voulues par l'Union africaine et dont vous faites allusion ne sont pas adoptées au niveau du Conseil de sécurité jusqu'ici? C'est un combat que nous continuons à dénoncer, que c'est une forme d'injustice et de ne pas tenir compte de l'évolution du monde. Quand les Nations Unies avaient été créées, peut-être que beaucoup de pays africains n'étaient pas encore indépendants, mais aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de pays et compte parmi les continents, les grands continents qui existent. Mais malheureusement, nous ne sommes pas présents au niveau de la gouvernance ou des grandes décisions nous concernant sont prises. Et donc, je pense que nous allons nous battre. Ce n'est pas facile, mais je crois que c'est un combat juste. On y arrivera. On y arrivera, Monsieur le Président. Beaucoup d'autres personnalités en dehors de l'Afrique, dénoncent cela aussi. Exactement. Commencent à comprendre qu'il faut qu'on change, il faut que ça change. Vous l'avez dit, on y arrivera. Monsieur le Président, ces dernières années, dans la sous-région et même au niveau international, alors, la République centrafricaine opère un retour fulgurant au niveau diplomatique, marqué par l'accession de ses fils et filles compétents à des fonctions décisionnelles dans des instances internationales. Alors, ce mandat, est-ce qu'il va consacrer la consolidation de ses acquis et le déploiement, pourquoi pas, de nouvelles compétences centrafricaines au sein des institutions internationales? Bien entendu, tous les pays essaient, autant que faire se peut, de pouvoir faire entendre leur voix et participer à la gestion communautaire ou à la gestion dans les instances internationales. Oui. Je crois que ça, c'est aussi une contribution de la République centrafricaine. Nous allons continuer à travailler dans ce sens. Et même, nous pensons que nous sommes parents pauvres dans la représentation de nos fils dans cette... Nous allons nous battre pour inverser cette tendance. Vous parlez de cette question, mais quand vous regardez l'échiquier, de notre point de vue, il y a très peu de Centrafricains qui sont à l'international, je veux dire, dans les organisations. Nous allons nous battre, les préparer, et aussi, parce que la lutte est rude à ce niveau-là. Mais nous allons travailler dans ce sens et essayer de conforter la position de la République centrafricaine quant au soutien du pays aux organisations internationales. Monsieur le Président, vous prenez une diplomatie de la dignité. Est-ce à dire que la 7e République marque la fin définitive de l'influence des anciennes puissances coloniales sur les choix stratégiques de Bangui? Mais il n'est pas question que ça se passe. Notre constitution, c'est la loi fondamentale qui garantit la 7e République, est claire. La souveraineté de la République centrafricaine, c'est clairement exprimée. Donc, c'est à nous, Centrafricains, de nous battre pour ne pas que d'autres forces nous influencent. On doit d'abord travailler dans l'intérêt de notre pays. C'est de cela dont il est question. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en rupture avec les autres. Non. On y aura, donc il y a une coopération, mais une coopération où nous allons défendre nos positions. Et que si nous ne sommes pas d'accord, évidemment, nous le ferons clairement savoir. Donc il n'est pas question que qu'on nous influence. Aujourd'hui, nous sommes quand même... c'est indépendant, ça fait plus de 60 ans. Oui. Il faudrait que, si on regarde l'âge... On est suffisamment mature, on est déjà... Voilà, même si on a des difficultés... Pratiquement au 3e âge. Oui, alors, même si on a des difficultés, mais il faudrait affirmer l'intérêt national et le défendre partout. Une souveraineté dans la dignité. Vous avez renforcé, Monsieur le Président, ces derniers mois, ces dernières années, les alliances militaires et économiques avec d'autres nations sœurs du continent cette fois-ci. La RCA est-elle en train de dessiner les contours de l'embryon d'une sorte de défense commune africaine? Écoutez, non, nous n'avons pas cette prétention. Et je crois que ça aussi, c'est un grand débat au niveau africain, d'une manière générale. Mais au regard de notre propre situation, nous sortons de crise.
Et nous appartenons aussi à des organisations, soit par exemple africaines, sous-régionales et tout, où il y a des questions de sécurité. Et puisque nous sommes en difficulté, nos pays frères nous apportent leur soutien. Hein, et on essaie de discuter. Et personne ne peut vivre en autarcie à l'heure actuelle. Donc, on est toujours en échange avec les autres pour avoir un soutien de quelque nature que ce soit. Face à des menaces communes, par exemple, on a dit avec la République sœur du Tchad, cette force mixte que vous avez mis en place, cela a quand même suscité beaucoup d'émoi. Nos frontières communes, parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, il peut y avoir des bandits, des gens qui utilisent ces frontières-là pour créer des problèmes. Donc, nous avons senti le danger et nous sommes entendus avec nos frères tchadiens pour avoir une force mixte pour défendre nos frontières communes. On s'achemine vers la fin de cet entretien, Monsieur le Président. L'intégration régionale, vous avez évoqué d'ailleurs beaucoup. Alors, la route Gouka-Mbaïki-Bangui et le port de Mongomba sont des ponts vers nos voisins, c'est-à-dire nos voisins de la République centrafricaine. Alors, voyez-vous la Centrafrique ou le Centrafrique comme le futur carrefour logistique incontournable de l'Afrique centrale? Bien sûr, écoutez, c'est par manque de moyens qu'on n'arrive pas à le voir. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le fait. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Si on veut que l'Afrique se développe, eh bien, il faudrait que des moyens, des voies de communication puissent... mais pour aller de l'Est à l'Ouest, il faut passer par le centre. Ou du Nord au Sud, il faut passer par le centre. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Donc, on peut penser que, eh bien, si jamais on arrivait à réaliser ces voies, je pense que la République centrafricaine serait au cœur. Et c'est une position, la position continentale nous a posé beaucoup de problèmes puisque nous n'avons pas accès à la mer, mais c'est aussi une position centrale qui permet que les gens puissent se converger ou passer par nous si on arrive à réaliser des voies telles que prévues dans le cas des projets régionaux. Monsieur le Président, je m'en vais à présent vous présenter des questions de téléspectateurs. Deux, ce sont vos compatriotes et un autre, c'est un compatriote africain. Ils ont posé des questions qu'on va suivre et vous répondrez à tout cela. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Excellence professeur Faustin Alphonse-Touadéra, bonsoir. Je suis Prince Wilfried Zakoko, journaliste du quotidien d'information Éclipse d'Afrique, sud de la presse nationale. Vous venez d'être réélu par le peuple souverain. Dites-nous, vous allez toujours continuer avec la coopération que vous avez avec les États alliés ou bien vous allez vous ouvrir à d'autres coopérations? Merci. Non, c'est ce que nous voulons. Nous entretenons des relations avec tous les pays amis qui souhaitent travailler avec nous, en respectant notre souveraineté. Donc, quand on est en relation, ça veut dire vous êtes en relation avec un autre pays, ça ne veut pas dire que vous êtes contre un autre. Nous refusons cela. Et donc, nous traitons avec tout le monde dans l'intérêt compris des deux parties. Donc, nous allons poursuivre cette vision ou cette façon de coopérer, bien entendu. Sans que cela ait créé de frustration. Non, nous refusons de rentrer dans un jeu de frustration. Non. On traite d'un État à un autre, mais nous ne devons pas nous ingérer dans les relations de cet État avec les autres. Rien ne nous empêche de traiter avec un autre État et traiter avec un autre. Tout dépend de nos intérêts et ça, nous comptons préserver et continuer à le défendre. C'est ça qui est vraiment le maître mot dans la Constitution du 30 août 2023. Merci, Monsieur le Président, de nous donner l'occasion de nous exprimer à vous à travers le média Pan-African Media.
Je suis Linus Fogap, journaliste et directeur de publication du quotidien numérique panafricain Le Faucon d'Afrique. Alors, Monsieur le Président, il est clair au regard des paramètres qui sont vérifiés et vérifiables que vous avez pu, au cours de cette décennie de pouvoir, travailler effectivement à asseoir la sécurité au niveau de la République centrafricaine. S'il était permis pour un citoyen lambda comme moi de vous noter sur 20, je vous donnerais la note de 18 sur 20. Mais au-delà de ce fait sécuritaire, dont vous avez fait preuve de beaucoup de bravoure, il va sans dire que les Centrafricains ont beaucoup d'autres problèmes, notamment les problèmes d'éducation et surtout des problèmes d'économie, parce que voyez-vous, la République centrafricaine traverse des périodes assez difficiles en ce moment sur le plan économique. Et ma question directe est celle de savoir comment est-ce que vous entendez mettre sur pied des politiques publiques à l'effet d'améliorer de manière qualitative et quantitative les conditions de vie des populations sur le plan économique. Aussi, j'aimerais bien revenir sur l'aspect éducatif parce que voyez-vous, un pays se développe par ses hommes. Et nous savons très bien que pendant près de 10 ans et plus de guerre, les Centrafricains n'ont véritablement pas pu faire l'école, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, quelles sont les politiques publiques que vous mettriez ou vous voudriez bien mettre en place si vous êtes réunis pour ce mandat, pour effectivement essayer d'améliorer, comment je vais dire, l'intelligence centrafricaine. Je vous remercie. L'économie, c'est ce qu'on avait parlé. Oui, aujourd'hui. La crise a complètement détruit le tissu économique. C'est ce que nous sommes en train de mettre. C'est-à-dire qu'un travail important, des réformes importantes sont faites sur le secteur productif, notamment les mines, l'agriculture, les eaux et forêts et bien d'autres. Donc nous allons poursuivre cela pour permettre justement. Et une amélioration de la gestion interne, de la gouvernance interne, par la digitalisation, le numérique dont vous avez parler. Nous n'allons pas rester en arrière de l'évolution technologique. On va se battre pour être dans le train avec les autres. Sur le plan éducatif, évidemment, il faut que nous ayons des hommes. C'est pour ça que nous travaillons sur l'amélioration de notre capital humain, par la formation, l'éducation. Et donc, l'éducation, pour nous, pour l'avenir du pays, est un secteur très important. Et nous allons consacrer beaucoup de ressources pour ça. Sinon, nous allons naviguer en arrière. Ouais. Donc, on veut prendre notre place. Et pour ça, il faut former des cadres, des Centrafricains compétents, capables de porter les défis futurs ou les défis présents. Monsieur le Président, sur les 7 prochaines années, quelle est votre vision pour garantir à la jeunesse centrafricaine un accès réel à l'emploi, à la formation et à l'innovation dans un contexte de paix durable? Oui, nous avons beaucoup fait d'efforts dans le secteur éducatif pendant les 10 dernières années. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons commencé à construire des infrastructures scolaires. Nous avons commencé à équiper ces infrastructures. Nous allons poursuivre ces actions parce que, il faudrait quand même qu'il y ait des infrastructures adéquates pour permettre à nos élèves de bien étudier. Nous avons commencé à recruter des personnels qualifiés. Et d'ailleurs, on a un recrutement massif en 2025. Nous allons, grâce à la Banque mondiale, contractualiser plus de 6000 enseignants, ce qui est énorme pour la République centrafricaine. On n'a jamais vu ça. Avec, en perspective, de les intégrer dans la fonction publique, 1500 par an. Et nous allons poursuivre cela. C'est pour améliorer vraiment le système éducatif. Et nous travaillons aussi sur vraiment l'éducation des filles. Il y a beaucoup de questions que nous adressons dans ce cadre-là. Donc, pour nous, la jeunesse, la formation est au cœur
de notre vision, de notre politique. Et nous serons là pour mettre tout cela en lumière, Monsieur le Président. Au moment de sortir de cet entretien, si vous devriez définir en un mot le cap que vous fixez à la nation pour les 7 prochaines années, quel serait-il? Mais le cap est déjà défini. Oui. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, si ils m'ont fait confiance, j'avais déjà présenté un plan national de développement 2024-2028. Nous allons rester dans ce cap-là avec les différents axes que nous avons. Et on travaille sur cette période, bien entendu. On va l'évaluer. Et après évaluation, on pourrait réajuster pour d'ici la fin du mandat. Mais les caps sont définis. Nous travaillons sur le capital humain, les secteurs productifs, les secteurs comme l'agriculture et autres qui sont les priorités actuellement, et la santé. Monsieur le Président, il est temps pour nous de vous remercier encore une fois de nous avoir accueillis dans ce décor incroyable, toujours dans le cadre de cet entretien, et vous ne nous avez jamais refermé les portes en tout cas. Non, mais il n'est pas question de vous fermer la porte. Vous savez que, je dois l'avouer, la République centrafricaine n'est pas souvent audible. Bah, vous profitez de votre plateau pour que l'on puisse parler de la République centrafricaine. Je ne souhaite pas manquer cette occasion. Merci infiniment, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'était notre entretien exclusif avec son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et chef de l'État. Et au cours de cet entretien, beaucoup de choses ont été dites fixant le cap des 7 prochaines années pour le bonheur des Centrafricains et des Africains en général. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de Pan African Media Télévision. Bonsoir.